Je n'ai jamais parlé à mon fils de mon salaire mensuel de 40 000 $, même s'il me voyait toujours mener une vie simple. Un jour, il m'a invité à dîner avec les parents de sa femme qui venaient de l'étranger. J'ai décidé de voir comment il traiterait une personne pauvre en me faisant passer pour une mère fauchée et naïve. Mais dès l'instant où j'ai franchi la porte de ce restaurant, tout a basculé. Ce qui s'est passé ce soir-là a dévasté ma belle-fille et sa famille d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et croyez-moi, ils l'avaient mérité. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Laissez-moi vous dire qui je suis vraiment. Parce que mon fils Marcus, à 35 ans, n'a jamais connu la vérité sur sa mère. Pour lui, j'étais toujours simplement la femme qui partait tôt pour le bureau, qui rentrait épuisée le soir, qui cuisinait avec ce qu'il y avait dans le frigo, une simple employée, peut-être une secrétaire, quelqu'un d'ordinaire, rien de spécial. Et je ne l'ai jamais corrigé. Je ne lui ai jamais dit que je gagnais 40 000 $ chaque mois, que j'étais cadre dirigeante dans une multinationale depuis presque 20 ans, signant des contrats à plusieurs millions et prenant des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Pourquoi le lui dire? L'argent n'a jamais été quelque chose que j'avais besoin d'accrocher au mur comme un trophée. J'ai grandi à une époque où la dignité se portait à l'intérieur, où le silence valait plus que des paroles creuses. Alors, j'ai protégé ma vérité. Je vivais dans le même appartement modeste depuis des années. J'ai utilisé le même sac à main en cuir jusqu'à ce qu'il soit usé. J'achetais mes vêtements dans des chaînes à prix réduit, je cuisinais à la maison, j'économisais tout, j'investissais tout, et je suis devenue riche dans le silence. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Le vrai pouvoir observe. Et j'observais de près quand Marcus m'a appelé ce mardi après-midi. Sa voix était différente, nerveuse, comme quand il était enfant et qu'il avait fait quelque chose de mal. Maman, j'ai besoin de te demander une faveur. Les parents de Simone viennent de l'étranger. C'est leur première fois ici. Ils veulent te rencontrer. On dîne samedi dans un restaurant, s'il te plaît, viens. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise. Ce n'était pas la voix d'un fils qui invite sa mère. C'était la voix de quelqu'un qui demande à ne pas être embarrassé, à s'intégrer, à faire bonne impression. Est-ce qu'ils savent quelque chose sur moi? Ai-je demandé calmement. Il y a eu un silence, puis Marcus a bafouillé. Je leur ai dit que tu travailles dans un bureau, que tu vis seul, que tu es simple, que tu n'as pas grand-chose. Voilà, le mot simple, comme si toute ma vie tenait dans cet adjectif misérable, comme si j'étais un problème dont il devait s'excuser. J'ai pris une longue, très longue inspiration. D'accord, Marcus, je serai là. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de mon salon. Des meubles vieux mais confortables, des murs sans œuvres d'art coûteuses, une petite télévision. Rien qui impressionnerait qui que ce soit. Et à cet instant, j'ai décidé que si mon fils pensait que j'étais une femme pauvre, si les parents de sa femme venaient prêts à juger, alors je leur donnerais exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Je ferais semblant d'être fauchée, naïve et désespérée. Une mère qui survit à peine. Je voulais sentir de mes propres mains comment ils traitèrent quelqu'un qui n'a rien. Je voulais voir leur vrai visage, parce que je soupçonnais quelque chose. Je soupçonnais que Simone et sa famille étaient le genre de personnes qui mesurent les autres à leur compte en banque. Et mon instinct ne se trompe jamais. Le samedi est arrivé. Je me suis habillée avec la pire tenue que je possédais. Une robe gris clair, informe, froissée, du genre qu'on vend dans une friperie. Des chaussures vieilles et usées, aucun bijou, même pas une montre. J'ai pris un tote bag en toile délavée, j'ai attaché mes cheveux en queue de cheval négligée et je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air d'une femme brisée par la vie, oubliable, parfaite. Je suis montée dans un taxi et j'ai donné l'adresse. Un restaurant haut de gamme dans le quartier le plus exclusif de la ville, le genre d'endroit où le menu n'affiche pas les prix, où chaque couvert coûte plus que le salaire mensuel moyen. Pendant le trajet, j'ai senti quelque chose d'étrange, un mélange d'anticipation et de tristesse. De l'anticipation parce que je savais que quelque chose d'important allait arriver. De la tristesse, parce qu'une partie de moi espérait encore avoir tort. J'espérais qu'il me traiterait bien, qu'il serait gentil, qu'il passerait au-delà des vieux vêtements. Mais l'autre partie de moi, celle qui avait travaillé 40 ans parmi des requins en costume, savait exactement ce qui m'attendait.
Le taxi s'est arrêté devant le restaurant. Lumière chaude, un portier en gants blancs, des gens élégants qui entraient. J'ai payé, je suis descendue, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai franchi le seuil, et ils étaient là. Marcus se tenait près d'une longue table près des fenêtres. Il portait un costume sombre, une chemise blanche, des chaussures brillantes. Il avait l'air anxieux. À côté de lui, il y avait Simone, ma belle-fille. Elle portait une robe crème taillée sur mesure avec des accents dorés, des talons, ses cheveux parfaitement lisses tombant sur ses épaules. Elle était impeccable comme toujours, mais elle ne me regardait pas. Elle regardait vers l'entrée tendue, avec une expression presque embarrassée. Et puis, je les ai vus, les parents de Simone, déjà assis à table, attendant comme des rois sur leur trône. La mère, Véronica, portait une robe vert émeraude moulante couverte de sequins, des bijoux au cou, aux poignets, aux doigts. Ses cheveux noirs étaient relevés en chignon élégant. Elle avait ce type de beauté froide et calculée qui intimide. À côté d'elle, Franklin, son mari, un costume gris impeccable, une énorme montre au poignet, un visage sérieux. Tous les deux semblaient aux sorties d'un magazine de luxe. Je me suis avancée vers eux lentement, à petits pas, comme si j'avais peur. Marcus m'a vu le premier et son visage a changé. Ses yeux se sont écarquillés. Il m'a détaillé de haut en bas. Je l'ai vu avaler sa salive. « Maman, tu as dit que tu viendrais. » Sa voix sonnait mal à l'aise. « Bien sûr, mon fils, me voilà. » J'ai souri timidement, le sourire d'une femme peu habituée à ce genre d'endroit. Simone m'a salué d'un baiser rapide sur la joue, froid, mécanique. « Belle maman, c'est agréable de vous voir. » Ses yeux disèrent le contraire. Elle m'a présenté à ses parents d'un ton étrange, presque apologétique. « Papa, maman, voici la mère de Marcus. » Véronica a levé les yeux, m'a examinée, et à cet instant j'ai tout vu. Le jugement, le mépris, la déception. Ses yeux ont balayé ma robe froissée, mes chaussures usées, mon tote bag en toile. Elle n'a rien dit d'abord. Elle a simplement tendu la main. Froide, rapide, molle. Enchantée. Franklin a fait pareil. Une poignée de main molle, un faux sourire. Charmée. Je me suis assise sur la chaise au bout de la table, la plus éloignée d'eux, comme si j'étais une invitée de seconde zone. Personne ne m'a tiré la chaise. Personne ne m'a demandé si j'étais bien. Le serveur est arrivé avec des menus élégants et lourds écrits en français. J'ai ouvert le mien et j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Véronica m'observait. « Vous avez besoin d'aide avec le menu ?» a-t-elle demandé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ces mots veulent dire. » Ma voix est sortie petite, timide. Elle a soupiré et a commandé pour moi. « Quelque chose de simple, » a-t-elle dit. « Quelque chose qui ne coûte pas trop cher, on ne veut pas exagérer. » La phrase est restée suspendue dans l'air. Franklin a hoché la tête. Marcus a détourné le regard. Simone jouait avec sa serviette. Personne n'a rien dit. Et moi, j'ai observé. Véronica a commencé à parler d'abord de choses générales. Le voyage depuis l'étranger, la fatigue du vol, comme tout était différent ici. Puis, subtilement, elle a commencé à parler d'argent. Elle a mentionné l'hôtel où ils logeaient, à 1 000 $ la nuit. Elle a mentionné la voiture de luxe qu'ils avaient allouée, évidemment. Elle a mentionné les boutiques qu'ils avaient visitées. On a acheté quelques petites choses. Rien d'énorme, juste quelques milliers. Elle parlait en me regardant, attendant une réaction, attendant que je sois impressionnée. J'ai juste hoché la tête. « Comme c'est agréable », ai-je dit. « C'est charmant. » Vous savez, à Hara, nous avons toujours été très prudents avec l'argent. Nous avons travaillé dur, nous avons bien investi. Maintenant, nous avons des propriétés dans 3 pays. Franklin a de grandes entreprises. Et moi, eh bien, je supervise nos investissements. Elle souriait avec supériorité. « Et vous, vous faites exactement quoi ?» Son ton était doux mais venimeux. « Je travaille dans un bureau, » ai-je répondu en baissant le regard. « Je fais un peu de tout. Paperasse, classement, des choses simples. » Véronica a échangé un regard avec Franklin. « Ah, je vois, du travail administratif. C'est bien, c'est honnête. Tous les emplois sont dignes, n'est-ce pas ?»
Bien sûr, ai-je répondu. La nourriture est arrivée. D'énormes assiettes avec des portions minuscules, décorées comme de l'art. Véronica a coupé son steak avec précision. Ça coûte 80 $, a-t-elle dit. Mais ça en vaut la peine, la qualité mérite qu'on la paie. On ne peut pas manger n'importe quoi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Bien sûr, vous avez raison. Marcus a essayé de changer de sujet, parlant du travail et de certains projets. Véronica l'a interrompu. Mon garçon, est-ce que la mère de Marcus vit seule? Marcus a hoché la tête. Oui, elle a un petit appartement. Véronica m'a regardé avec une pitié feinte. Ça doit être difficile, n'est-ce pas, de vivre seule à votre âge sans beaucoup de soutien? Et votre salaire couvre tout? Je sentais le piège se refermer. J'ai répondu à peine. Je me débrouille. J'économise là où je peux. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Véronica a soupiré dramatiquement. Oh, et Lara, vous êtes si courageuse. Vraiment, j'admire les femmes qui luttent seules. Même si, bien sûr, on aimerait toujours donner plus à nos enfants, leur offrir une meilleure vie. Mais enfin, chacun donne ce qu'il peut. C'était le coup subtil, mais mortel. Elle me disait que je n'avais pas été assez pour mon fils, que je ne lui avais pas donné ce qu'il méritait, que j'étais une mère pauvre et insuffisante. Simone regardait son assiette. Marcus serrait les poings sous la table et moi j'ai souri. Oui, vous avez raison. Chacun donne ce qu'il peut. Véronica a continué. Nous avons toujours veillé à ce que Simone ait le meilleur. Elle est allée dans les meilleures écoles, a voyagé dans le monde, a appris 4 langues. Maintenant, elle a un excellent travail. Elle gagne très bien. Et quand elle a épousé Marcus, eh bien, nous les avons beaucoup aidés. Nous leur avons donné l'argent pour l'apport de la maison. Nous avons payé leur lune de miel, parce que c'est comme ça que nous sommes. Nous croyons au soutien des enfants. Elle me fixait. Et vous, avez-vous pu aider Marcus quand ils se sont mariés? La question flottait comme une lame. Pas vraiment, ai-je répondu. Je leur ai donné ce que je pouvais, un petit cadeau. Véronica a souri. Comme c'est mignon, chaque détail compte, n'est-ce pas? Le montant n'a pas d'importance, c'est l'intention qui compte. Et à cet instant, j'ai senti la rage remuer en moi. Ce n'était pas une rage explosive, c'était une rage froide, contrôlée, comme une rivière sous la glace. J'ai respiré lentement, j'ai gardé mon sourire timide et j'ai laissé Véronica continuer, parce que c'est ce que font les gens comme elle. Ils parlent, ils se gonflent, ils se vantent, et plus ils parlent, plus ils se révèlent, plus ils exposent le vide à l'intérieur. Véronica a pris une gorgée de son verre de vin rouge cher, le faisant tourner comme une experte. Ce vin vient d'une région exclusive de France. Il coûte 200 $ la bouteille. Mais quand on connaît la qualité, on ne lésine pas. Vous buvez du vin, Ara? Seulement pour les grandes occasions, ai-je répondu. Et en général, le moins cher. Je ne comprends pas grand-chose à tout ça. Véronica a souri avec condescendance. Oh, ne vous inquiétez pas, tout le monde n'a pas un palais entraîné. Ça vient avec l'expérience, les voyages, l'éducation. Franklin et moi avons visité des vignobles en Europe, en Amérique du Sud et en Californie. Nous sommes assez connaisseurs. Franklin a hoché la tête. C'est un hobby, quelque chose que nous aimons. Simone apprend aussi. Elle a bon goût, elle l'a hérité de nous. Il a regardé Simone avec fierté. Simone a offert un sourire faible. Merci, maman. Véronica s'est tournée vers moi. Et vous, Ara, vous avez des hobbies? Quelque chose que vous aimez faire dans votre temps libre? J'ai haussé les épaules. Je regarde la télévision, je cuisine, je marche au parc, des choses simples. Véronica et Franklin ont échangé encore un regard chargé de sens, de jugement silencieux. Comme c'est charmant, a dit Véronica. Les choses simples ont leur charme aussi. Même si, bien sûr, on aspire toujours à plus, n'est-ce pas? Voir le monde, vivre de nouvelles expériences, grandir culturellement. Mais bon, je comprends que tout le monde n'a pas ces opportunités. J'ai hoché la tête. Vous avez raison. Tout le monde n'a pas ces opportunités. Le serveur est arrivé avec le dessert. De minuscules portions d'une chose qui ressemblait à de l'art comestible. Véronica a commandé le plus cher. 30 $ pour un morceau de gâteau de la taille d'un biscuit. C'est délicieux, a-t-elle dit après la première bouchée.
Il y a de l'or comestible dessus. Vous voyez ces petites paillettes dorées? C'est un détail que seuls les meilleurs restaurants offrent. J'ai mangé mon dessert. Plus simple, moins cher, en silence. Véronica a continué. Vous savez, Ara, je pense qu'il est important que nous parlions de quelque chose en famille maintenant que nous sommes tous réunis. Elle a levé les yeux. Son expression a changé, devenant sérieuse, faussement maternelle. Marcus est notre gendre, et nous l'aimons beaucoup. Simone l'aime, et nous respectons cette décision, mais en tant que parents, nous voulons toujours le meilleur pour notre fille. Marcus s'est tendu. Maman, je ne pense pas que ce soit le moment. Véronica a levé la main. Laisse-moi finir, mon garçon, c'est important. Elle m'a regardé. Ara, je comprends que vous avez fait de votre mieux avec Marcus. Je sais que l'élever seul n'a pas été facile, et je vous respecte vraiment pour ça. Mais maintenant, Marcus est à une autre étape de sa vie. Il est marié, il a des responsabilités et... Eh bien, Simone et lui méritent d'avoir de la stabilité. Stabilité? Ai-je demandé doucement. Oui, a répondu Véronica. Une stabilité financière, émotionnelle. Nous avons beaucoup aidé et nous continuerons à aider. Mais nous pensons aussi qu'il est important que Marcus n'ait pas de fardeaux inutiles. Son ton était clair. Elle me traitait de fardeau, moi, sa belle-mère. Des fardeaux? Ai-je répété. Véronica a soupiré. Ah, je ne veux pas paraître dure, à Lara, mais à votre âge, vivre seul avec un salaire limité, il est naturel que Marcus s'inquiète pour vous, qu'il sente qu'il doit prendre soin de vous, et c'est bien. C'est un bon fils, mais nous ne voulons pas que cette inquiétude affecte son mariage, vous me comprenez? Parfaitement, ai-je répondu. Véronica a souri. Je suis contente que vous compreniez. Voilà pourquoi nous voulions vous en parler. Franklin et moi avons pensé à quelque chose. Elle a marqué une pause dramatique. Nous pourrions vous aider financièrement, vous donner une petite allocation mensuelle, quelque chose qui vous permettrait de vivre plus confortablement sans que Marcus ait à se soucier autant. Évidemment, ce serait modeste. Nous ne pouvons pas faire des miracles, mais ce serait d'un soutien. Je suis restée silencieuse à la regarder, à attendre. Elle a continué. Et en échange, nous vous demanderions seulement de respecter l'espace de Marcus et Simone, de ne pas les solliciter autant, de ne pas les pousser, de leur donner la liberté de construire leur vie ensemble sans interférence. Qu'en pensez-vous? Voilà l'offre, le pot de vin déguisé en charité. Il voulait m'acheter. Il voulait me payer pour disparaître de la vie de mon fils, pour que je ne sois plus une nuisance, pour que je n'embarrasse pas leur précieuse fille avec ma pauvreté. Marcus a explosé. Maman, ça suffit, tu n'as pas... Véronica l'a interrompu. Marcus, calme-toi. Nous parlons comme des adultes. Ta mère comprend, n'est-ce pas? J'ai pris ma serviette, j'ai essuyé calmement mes lèvres, j'ai bu une gorgée d'eau et j'ai laissé le silence grandir. Tout le monde me regardait. Véronica avec attente, Franklin avec arrogance, Simone avec honte, Marcus avec désespoir. Et puis j'ai parlé. Ma voix est sortie différemment. Elle n'était plus timide, elle n'était plus petite, elle était ferme, claire et froide. C'est une offre intéressante, Véronica. Vraiment très généreuse de votre part. Véronica a souri, victorieuse. Je suis contente que vous le voyiez comme ça. J'ai hoché la tête. Mais j'ai quelques questions, juste pour comprendre clairement. Véronica a cligné des yeux. Bien sûr, demandez ce que vous voulez. Je me suis légèrement penchée en avant. Combien exactement considérez-vous comme une allocation mensuelle modeste? Véronica a hésité. Eh bien, nous pensions à 500 $, peut-être 700 selon... J'ai hoché la tête. Je vois. 700 $ par mois pour que je disparaisse de la vie de mon fils. Véronica a froncé les sourcils. Je ne le formulerai pas comme ça, mais... Si, ai-je répondu. C'est exactement comme ça que vous l'avez formulé. Elle s'est redressée sur sa chaise. Ara, je ne veux pas que vous vous mépreniez. Nous voulons juste aider. Bien sûr, ai-je dit. Aider. Combien avez-vous aidé pour l'apport de la maison? Véronica a hoché la tête fièrement. 40 000 $. Ah, 40 000 $. Comme c'est généreux. Et la lune de miel. 15 000 $, a dit Véronica.
Un voyage de 3 semaines à travers l'Europe. Incroyable, inimaginable, ai-je répondu. Donc vous avez investi environ 55 000 dollars dans Marcus et Simone. Véronica a souri. Quand on aime ses enfants, on ne compte pas. J'ai hoché la tête lentement. Vous avez raison, quand on aime ses enfants, on ne compte pas. Mais dites-moi, Véronica, tout cet investissement, tout cet argent, est-ce que ça vous a acheté quelque chose? Véronica a cligné des yeux, confuse. Pardon? Est-ce que ça vous a acheté du respect? Ai-je continué. Est-ce que ça vous a acheté de l'amour réel ou est-ce que ça vous a juste acheté de l'obéissance? L'atmosphère a changé. Véronica a cessé de sourire. Excusez-moi? Mon ton s'est durci. Vous avez passé toute la soirée à parler d'argent, de combien les choses coûtent, de combien vous avez dépensé, de combien vous avez. Mais vous n'avez pas demandé une seule fois comment je vais, si je suis heureuse, si j'ai mal quelque part, si j'ai besoin de compagnie. Vous n'avez fait que calculer ma valeur, et apparemment, je vaux 700 dollars par mois. Véronica a pâli. Je n'ai pas... Si, l'ai-je coupé. Si, vous l'avez fait. Depuis que je suis arrivée, vous mesurez ma valeur avec votre portefeuille. Et savez-vous ce que j'ai découvert, Véronica? J'ai découvert que les gens qui ne parlent que d'argent sont ceux qui comprennent le moins leur vraie valeur. Franklin est intervenu. Je pense que vous interprétez mal les intentions de ma femme. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et quelles sont ses intentions? Me traiter avec pitié? M'humilier pendant tout le dîner? M'offrir l'aumône pour que je disparaisse? Franklin a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Marcus était livide. Maman, s'il te plaît. Je l'ai regardé. Non, Marcus, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'en ai fini avec le silence. J'ai posé la serviette sur la table. Je me suis adossée. Il n'y avait plus de timidité dans ma posture. Plus de retrait. J'ai fixé Véronica. Elle a soutenu mon regard une seconde, puis a vite détourné les yeux, mal à l'aise. Quelque chose avait changé et elle le sentait. Tout le monde le sentait. Véronica, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous avez dit que vous admiriez les femmes qui luttent seules, qui sont courageuses. Véronica a hoché la tête lentement. Oui. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous déjà lutté seule? Avez-vous déjà travaillé sans votre mari derrière vous? Avez-vous déjà construit quelque chose de vos 2 mains, sans l'argent de votre famille? Véronica a bafouillé. J'ai mes propres réussites. Lesquelles? Ai-je demandé avec une curiosité réelle. Dites-moi. Véronica a remis une mèche en place. Je gère nos investissements, je supervise les propriétés. Je prends des décisions importantes dans nos affaires. J'ai hoché la tête. Des affaires que votre mari a construites, des propriétés que vous avez achetées ensemble, des investissements faits avec l'argent qu'il a généré. Ou est-ce que je me trompe? Franklin est intervenu, agacé. Ce n'est pas juste, ma femme travaille autant que moi. Bien sûr, ai-je répondu calmement. Je ne doute pas qu'elle travaille, mais il y a une différence entre gérer de l'argent qui existe déjà et le créer à partir de rien. Entre superviser un empire hérité et le bâtir brique par brique, vous ne trouvez pas? Véronica a serré les lèvres. Je ne sais pas où vous voulez en venir, Ahara. Je vais vous expliquer, ai-je répondu. Il y a 40 ans, j'avais 23 ans. J'étais secrétaire dans une petite entreprise. Je gagnais le salaire minimum. Je vivais dans une chambre louée. Je mangeais la nourriture la moins chère que je pouvais trouver. Et j'étais seule, complètement seule. Marcus me fixait. Je ne lui avais jamais raconté ça avec autant de détails. J'ai continué. Un jour, je suis tombée enceinte. Le père a disparu. Ma famille m'a tourné le dos. J'ai dû décider. Continuer ou abandonner. J'ai choisi de continuer. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour de ma grossesse. Je suis retournée au travail 2 semaines après la naissance de Marcus. Une voisine s'occupait de lui pendant la journée. Je travaillais 12 heures par jour. Je me suis arrêtée et j'ai bu de l'eau. Personne ne parlait. Je ne suis pas restée secrétaire. J'ai étudié le soir. J'ai suivi des cours. J'ai appris l'anglais à la bibliothèque publique. J'ai appris la comptabilité, la finance, l'administration. Je suis devenue experte dans des choses que personne ne m'a enseignées.
toute seule, tout en élevant un enfant seul, tout en payant le loyer, la nourriture, les médicaments, les vêtements. Véronica fixait son assiette. Son arrogance commençait à s'effondrer. Et vous savez ce qui s'est passé, Véronica? J'ai gravi les échelons petit à petit, de secrétaire à assistante, d'assistante à coordinatrice, de coordinatrice à manager, de manager à directrice. Ça m'a pris 20 ans. 20 ans de travail sans arrêt, de sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je l'ai fait. Et savez-vous combien je gagne maintenant? Ai-je demandé. Véronica a secoué la tête. 40 000 $ par mois. Le silence a été total, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans l'univers. Marcus a lâché sa fourchette. Les yeux de Simone se sont agrandis. Franklin a froncé les sourcils, incrédule. Et Véronica s'est figée, la bouche légèrement ouverte. 40 000, ai-je répété, chaque mois depuis presque 20 ans. Ça représente près de 10 millions de dollars de revenus bruts sur ma carrière. Sans compter les investissements, sans compter les primes, sans compter les actions de l'entreprise. Véronica a cligné des yeux plusieurs fois. Non, je ne comprends pas. Vous gagnez 40 000 par mois? Exactement, ai-je répondu calmement. Je suis directrice régionale des opérations pour une multinationale. Je supervise 5 pays. Je gère des budgets de centaines de millions de dollars. Je prends des décisions qui affectent plus de 10 000 employés. Je signe des contrats que vous ne pourriez pas lire sans avocat. Et je le fais chaque jour. Marcus était livide. Maman, pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je l'ai regardé avec tendresse. Parce que tu n'avais pas besoin de le savoir, mon fils. Parce que je voulais que tu grandisses en valorisant l'effort, pas l'argent. Parce que je voulais que tu deviennes quelqu'un, pas un héritier. Parce que l'argent corrompt, et je n'allais pas le laisser te corrompre. Mais alors Simone a murmuré, « Pourquoi tu vis dans ce petit appartement? Pourquoi tu portes des vêtements simples? Pourquoi tu ne conduis pas une voiture de luxe ?» J'ai souri. Parce que je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit, parce que la vraie richesse ne s'exhibe pas, parce que j'ai appris que plus on a, moins on a besoin de le prouver. J'ai regardé Véronica. C'est pour ça que je suis venue habillée comme ça ce soir. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être pauvre. C'est pour ça que j'ai joué la femme fauchée et naïve. Je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que je n'avais rien. Je voulais voir vos vraies couleurs. Et mon Dieu, je les ai vues, Véronica. Je les ai vues parfaitement. Véronica était rouge de honte, de rage et d'humiliation. C'est ridicule. Si vous gagnez autant d'argent, on le saurait. Marcus le saurait. Pourquoi croirait-il que vous êtes pauvre? Parce que je l'ai laissé croire, ai-je répondu. Parce que je n'ai jamais parlé de mon travail. Parce que je vis simplement. Parce que l'argent que je gagne, je l'investis. J'économise. Je multiplie. Je ne le dépense pas en bijoux tape à l'œil ou en exhibition dans des restaurants chers. Franklin s'est raclé la gorge. Même si c'est vrai, ça ne change pas le fait que vous avez été impoli, que vous avez mal interprété nos intentions. Vraiment? Je l'ai fixé. J'ai mal interprété quand vous avez dit que j'étais un fardeau pour Marcus. J'ai mal interprété quand vous avez proposé de me payer 700 $ pour disparaître de sa vie. J'ai mal interprété chaque remarque condescendante sur mes vêtements, mon travail, ma vie. Franklin n'a pas répondu. Véronica non plus. Je me suis levée. Tout le monde m'a regardée. Laissez-moi vous dire une chose que, manifestement, personne ne vous a jamais dite. L'argent n'achète pas la classe. Il n'achète pas la vraie éducation. Il n'achète pas l'empathie. Vous avez de l'argent, peut-être beaucoup, mais vous n'avez pas une once de ce qui compte vraiment. Véronica s'est levée, furieuse. Et vous, vous l'avez. Vous qui avez menti, qui nous avez trompés, qui nous avez fait passer pour des idiots. Je ne vous ai pas fait passer pour des idiots, ai-je répondu froidement. Vous vous en êtes chargé tout seul. Je vous ai seulement donné l'occasion de montrer qui vous êtes et vous l'avez fait magnifiquement. Simone avait les larmes aux yeux. Belle maman, je ne savais pas. Je sais, l'ai-je interrompu. Tu ne savais pas. Mais tes parents savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils m'humiliaient et ils y prenaient plaisir jusqu'à ce qu'ils découvrent que la pauvre femme qu'ils méprisaient a plus d'argent qu'eux. Et maintenant, ils ne savent plus quoi faire de cette information. Véronica tremblait. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, ai-je répondu.
Parce que je suis la mère du mari de votre fille, parce que je mérite le respect, pas à cause de mon argent, pas à cause de mon poste, mais parce que je suis un être humain, ce que vous avez oublié pendant tout ce dîner. Marcus s'est levé. Maman, s'il te plaît, on y va. Je l'ai regardé. Pas encore, mon fils, je n'ai pas fini. J'ai regardé Véronica une dernière fois. Vous m'avez proposé de m'aider avec 700 $ par mois. Laissez-moi vous faire une contre-proposition. Je vous donne 1 million de dollars tout de suite si vous pouvez me prouver que vous avez déjà traité avec bonté quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Véronica a ouvert la bouche, l'a refermée et n'a rien dit. Exactement, ai-je répondu. Vous ne pouvez pas, parce que pour vous, les gens ne valent que ce qu'ils ont à la banque. Et c'est là la différence entre vous et moi. J'ai construit une fortune, vous la dépensez. J'ai gagné le respect, vous l'achetez. Moi, j'ai de la dignité. Vous avez des comptes bancaires. J'ai pris mon vieux tote bag en toile. J'en ai sorti une carte de crédit noir platine. Je l'ai laissée tomber sur la table devant Véronica. C'est ma carte d'entreprise. Plafond illimité. Payez tout le dîner avec un pourboire généreux. Considérez ça comme un cadeau d'une mère fauchée et naïve. Véronica a regardé la carte comme si c'était un serpent venimeux. Noire, brillante, mon nom gravé en lettres argentées, Allard Sterling, directrice régionale. Sa main tremblait légèrement quand elle l'a prise. Elle l'a retournée, l'a observée, puis m'a regardée. Ses yeux n'avaient non plus cette lueur supérieure. Il y avait autre chose à la place, de la peur. « Je n'ai pas besoin de votre argent », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Je sais », ai-je répondu. « Mais je n'avais pas besoin de votre pitié non plus. Et pourtant, vous me l'avez offert tout le dîner. Alors prenez-la comme un geste de courtoisie ou de bonne manière, quelque chose que vous n'avez manifestement pas appris malgré tous vos voyages en Europe. » Franklin a frappé doucement la table. « Assez, c'est hors de contrôle. Vous nous manquez de respect. »« Du respect ?» ai-je répété. Comme c'est intéressant que vous utilisiez ce mot maintenant. Où était votre respect quand votre femme m'a demandé si mon salaire suffisait pour vivre? Où était-il quand elle a suggéré que j'étais un fardeau pour mon fils? Où était-il quand elle a proposé de m'acheter pour que je disparaisse? Franklin a serré la mâchoire. Véronica voulait juste aider. Non, l'ai-je corrigé. Véronica voulait contrôler. Elle voulait s'assurer que la mère pauvre ne ruinerait pas l'image parfaite de sa fille. Elle voulait éliminer le maillon faible de la chaîne. Le problème, c'est qu'elle a choisi le mauvais maillon. J'ai regardé Simone. Sa tête était baissée, ses mains sur ses genoux, tremblantes. « Simone », ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis désolée », a-t-elle chuchoté. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas que mes parents… » Ne finis pas cette phrase, l'ai-je interrompu. Parce que tu savais. Peut-être que tu ne savais pas pour mon argent, mais tu sais comment sont tes parents. Tu sais comment ils traitent les gens qu'ils considèrent inférieurs, et tu n'as rien fait pour les arrêter. Simone a sangloté. Je voulais dire quelque chose, mais ce sont mes parents. Je sais, ai-je répondu, et Marcus est mon fils, et pourtant je l'ai laissé prendre ses décisions. Je l'ai laissé choisir sa vie, sa femme, son chemin, parce que c'est ça aimer. Avec la liberté, pas avec le contrôle, pas avec l'argent, pas avec la manipulation. Marcus s'est rapproché de moi. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne jamais avoir demandé, d'avoir supposé et d'avoir pensé que tu étais… Sa voix s'est brisée. Je l'ai serré dans mes bras. Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. J'ai fait ce que j'ai fait pour une raison. Je voulais que tu sois indépendant, que tu valorises les bonnes choses, que tu ne dépendes pas de moi financièrement, que tu construises ta propre vie. Mais tu m'as fait sentir que je devais te protéger. Marcus a dit que tu devais t'inquiéter pour moi, que j'étais fragile. Je sais, ai-je répondu. Et ce n'était pas faux que tu le penses, parce que c'est comme ça qu'on apprend à prendre soin, à s'inquiéter, à être empathique. Ce sont des leçons que l'argent ne peut pas acheter. Marcus m'a serré plus fort. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Véronica était toujours debout, rigide, regardant la scène avec un mélange de confusion et de rage contenue. « Cela ne change rien », a-t-elle fini par dire. « Vous avez menti, vous nous avez trompés,
Vous êtes venu ici avec des intentions cachées. Vous avez agi de mauvaise foi. C'est vrai, ai-je acquiescé. J'ai joué un rôle. J'ai fait semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Exactement ce que vous faites tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Franklin. Ça veut dire que vous vous cachez derrière votre argent, vos bijoux, vos voyages, tout ce que vous pouvez acheter. Mais à l'intérieur, vous êtes vide. Vous n'avez pas de conversation profonde. Vous n'avez pas de vrais intérêts. Vous n'avez rien à offrir au-delà d'un compte bancaire. Véronica a laissé échapper un rire sec et amer. De la part de quelqu'un qui a menti toute la soirée, c'est de l'hypocrisie. Peut-être, ai-je répondu. Mais mon mensonge a révélé la vérité. Votre vérité. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous cacher. Maintenant, vous savez que je vous ai vu, que j'ai senti chaque remarque, que j'ai stocké chaque insulte déguisée en conseil et que je n'oublierai jamais. Le serveur s'est approché timidement. Excusez-moi, souhaitez-vous autre chose? Franklin a secoué la tête brusquement. Juste l'addition. Le serveur a acquiescé et a disparu. Véronica s'est rassie, vaincue. Sa posture n'était plus élégante. C'était la posture de quelqu'un qui venait de perdre quelque chose d'important. Et ce n'était pas de l'argent, c'était le pouvoir. Ara, a-t-elle dit d'une voix plus douce, moins agressive, je ne veux pas que cela ruine la relation entre nos familles. Marcus et Simone s'aiment. Ils ont une vie ensemble. On ne peut pas laisser cela. Laisser quoi? L'ai-je coupé. Laissez ça ruiner vos plans. Laissez ça exposer ce que vous pensez vraiment. C'est trop tard, Véronica. Les dégâts sont faits. Mais on peut arranger ça, a-t-elle insisté. On peut recommencer. Non, ai-je tranché. On ne peut pas, parce que maintenant je sais qui vous êtes et vous savez qui je suis. Et cette vérité ne s'efface pas avec des excuses vides ou des sourires faux. Vous m'avez traité comme un déchet et vous l'avez fait avec plaisir parce que vous pensiez que vous le pouviez. Franklin s'est raclé la gorge. C'est vous qui êtes venu ici en mentant. Vous avez provoqué cette situation. Vous avez raison, ai-je répondu. J'ai provoqué ça parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de confirmer ce que je soupçonnais déjà, que vous n'êtes pas de bonne personne, que votre argent ne vous rend pas meilleur, que vous êtes exactement le genre de gens qui méprisent les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses. Véronica a essuyé une larme. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Peut-être pas, ai-je répondu. Mais vous n'êtes certainement pas bonne, et il y a une énorme différence entre ces deux choses. Le serveur est revenu avec l'addition et l'a posée au centre de la table. Personne ne l'a touchée. Véronica a regardé ma carte noire encore dans sa main, puis m'a regardée. « Je n'utiliserai pas votre carte, a-t-elle dit. Nous paierons notre note comme nous l'avons toujours fait. Parfait, ai-je répondu. Alors gardez cette carte comme un souvenir, comme un rappel que tout n'est pas ce qu'il semble être, que la femme que vous avez méprisée toute la soirée a plus que vous n'aurez jamais. Et je ne parle pas seulement d'argent. Véronica a posé la carte sur la table. Je n'en veux pas, je ne veux pas non plus votre leçon de morale. Je l'ai poussée vers elle. Gardez-la quand même, parce que quelque chose me dit que vous en aurez besoin. Un jour, vous rencontrerez quelqu'un comme moi, quelqu'un qui fait semblant d'être moins qu'il n'est, et vous ferez la même erreur, parce que des gens comme vous n'apprennent jamais. Franklin a sorti son portefeuille, a sorti plusieurs cartes de crédit, toutes dorées, toutes brillantes. Il en a choisi une et l'a posée sur l'addition. Le serveur l'a prise et est parti. Personne n'a parlé pendant ces minutes d'attente. Le silence était épais, inconfortable, lourd. Simone pleurait doucement. Marcus me tenait la main. Véronica fixait le mur. Franklin regardait son téléphone pour éviter les regards. Le serveur est revenu. « Monsieur, votre carte a été refusée. » Franklin a levé les yeux brusquement. « Comment ça, refusé ?» Le serveur a répété « Refusé. Avez-vous un autre moyen de paiement ?» Franklin est devenu rouge. C'est impossible. Cette carte a une limite extrêmement élevée. C'est une erreur du système. Le serveur a haussé les épaules. Je peux réessayer si vous voulez. Franklin lui a tendu une autre carte. Le serveur est parti. Véronica a regardé son mari, nerveuse. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, a répondu Franklin, irrité. Ça doit être une erreur de la banque. Peut-être qu'ils ont bloqué le compte pour sécurité. Ça arrive parfois quand on voyage.
J'ai hoché la tête avec une compréhension feinte. Bien sûr, ça arrive, quelle gêne. Le serveur est revenu encore. Je suis désolé, monsieur. Celle-ci a également été refusée. Franklin s'est levé. C'est ridicule. J'appelle la banque tout de suite. Il est sorti en trombe du restaurant. Véronica est restée assise, honteuse, humiliée. Ça ne nous est jamais arrivé, a-t-elle murmuré. Jamais. Quelle terrible coïncidence. Ai-je commenté sans émotion. Marcus a regardé l'addition. Maman, je peux. Non, l'ai-je interrompu. Tu ne paieras rien. J'ai sorti mon portefeuille, un vieux portefeuille en cuir simple. J'en ai sorti une autre carte. Celle-ci n'était pas noire. Elle était transparente, en métal lourd. Une carte que moins de 1% des gens dans le monde possèdent. Je l'ai posée sur la table devant Véronica. Elle l'a regardée. Ses yeux se sont agrandis. Elle a reconnu ce que c'était. C'est une carte Centurion. Exactement, ai-je répondu. Invitation exclusive d'American Express, dépense annuelle minimale de 250 000 $, 5 000 $ de frais annuels juste pour la détenir, et des avantages que vous ne pouvez même pas imaginer. Véronica n'a rien dit. Le serveur a pris la carte avec précaution, comme si c'était quelque chose de sacré. Il est revenu en moins de 2 minutes. Merci, Madame Sterling. Tout est réglé. Souhaitez-vous le reçu? Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu. Le serveur a acquiescé et est parti. Véronica continuait à fixer l'endroit où la carte avait été. Je me suis levée, j'ai repris mon vieux portefeuille, mon tote bag en toile, et j'ai regardé Véronica une dernière fois. Le dîner était délicieux. Merci pour la recommandation du lieu, et merci de m'avoir montré exactement qui vous êtes. Vous m'avez fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de nombreuses déceptions futures. Véronica a enfin levé les yeux. Ils étaient rouges, non pas de pleurs, mais de rage contenue. « Ça ne s'arrête pas là ?» a-t-elle dit, la voix tremblante. « Vous ne pouvez pas nous humilier et partir comme si de rien n'était. Simone est notre fille. Marcus est notre gendre. Nous serons toujours une famille. Vous devrez nous revoir. » « Vous avez raison, » ai-je souri. « Je devrais vous voir aux anniversaires, à Noël et aux réunions de famille. Mais maintenant je vous verrai différemment. Je ne me demanderai plus ce que vous pensez de moi. Je le sais déjà, et vous saurez que je le sais. Et vous vivrez avec ça. Chaque fois que vous me verrez, chaque fois que vous ferez semblant d'être aimable, vous vous rappellerez cette nuit. » Franklin est revenu à la table. Il avait son téléphone à la main. Son visage était pâle. « Il y a un problème avec les comptes, » a-t-il dit. « Un blocage temporaire pour sécurité. Ce sera résolu demain. » Il a regardé la table. « Ils ont déjà payé? »« Oui, » a répondu Véronica sans le regarder. « Elle a payé ?» Franklin m'a regardé. Sa fierté était brisée. « Merci, » a-t-il murmuré, à peine audible. « De rien, » ai-je répondu. « C'est ça la famille, n'est-ce pas? S'entraider, surtout quand quelqu'un a besoin d'une petite allocation, disons 700 $, ou dans ce cas 800 $, ce que ce dîner a coûté. » Franklin a fermé les yeux. Véronica a serré les poings sur ses genoux. Marcus s'est approché. « Maman, on y va s'il te plaît, c'est assez. » Je l'ai regardé. « Tu as raison, c'est assez. » Je me suis tournée vers Simone, elle pleurait encore doucement. « Simone, » ai-je dit doucement, elle a relevé la tête. « Tu n'es pas responsable de ce que sont tes parents. Personne ne choisit sa famille, mais on choisit comment on agit, comment on traite les autres, comment on élèvera un jour ses propres enfants. » Simone a acquiescé à travers ses larmes. « Je suis désolée, » a-t-elle chuchoté encore. « Ne t'excuse plus, lui ai-je dit. Apprends que l'argent ne définit pas les gens, que l'humilité n'est pas une faiblesse, que respecter les autres ne coûte rien, et que si un jour tu as des enfants, apprends-leur à voir le cœur des gens, pas leur compte en banque. » Simone a sangloté plus fort. Marcus l'a serré dans ses bras. Véronica a détourné le regard. Franklin a regardé son téléphone encore, évitant tout contact visuel. Je me suis dirigée vers la sortie. J'ai fait quelques pas, puis je me suis arrêtée et je me suis retournée une dernière fois. « Ah, Véronica, encore une chose. » Elle m'a regardée. « Vous vous souvenez quand vous avez dit que vous parliez 4 langues? » Véronica a froncé les sourcils. « Quel rapport? » « Je suis juste curieuse, ai-je répondu. »
Dans laquelle de ces 4 langues avez-vous appris à être gentille? Parce que manifestement, ce n'était dans aucune d'elles. Véronica a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Exactement, ai-je dit. Vous pouvez parler 100 langues et ne rien dire qui vaille la peine d'être entendu. Je suis sortie du restaurant. Marcus marchait à côté de moi. L'air frais de la nuit a frappé mon visage. J'ai respiré profondément. J'avais l'impression qu'un énorme poids venait de se lever de mes épaules. Pas un poids physique, un poids émotionnel, celui de faire semblant, de tolérer, de me taire. Marcus m'a pris le bras. Maman, ça va? Parfaitement, ai-je répondu. Mieux que jamais. Et toi, Marcus? Marcus a soupiré. Je ne sais pas, je digère tout. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies jamais parlé de ton travail, de ton argent, de tout ce que tu as accompli. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé dans les yeux. Ça te dérange? Il a secoué la tête vite. Non, bien sûr que non. Je suis fière, incroyablement fière, mais je me sens idiot, aveugle. Tu n'es pas idiot, lui ai-je dit. Tu as simplement vu ce que je voulais que tu vois. Et je l'ai fait exprès parce que je voulais que tu grandisses sans dépendre de moi, sans sentir qu'un filet de sécurité financier t'attendait. Je voulais que tu te battes, que tu travailles, que tu valorises tout ce que tu as obtenu par toi-même. Marcus a hoché la tête. Je comprends, mais maintenant je comprends aussi pourquoi tu ne te plaignais jamais, pourquoi tu ne demandais jamais d'aide, pourquoi tu avais toujours l'air si calme, parce que tu n'avais besoin de rien. J'ai souri. J'avais besoin de beaucoup de choses, mon fils, mais aucune ne pouvait s'acheter avec de l'argent. J'avais besoin de te voir grandir, devenir un homme bon, prendre les bonnes décisions. Et j'ai réussi. Même en épousant Simone? A-t-il demandé d'une voix faible. Même en épousant Simone, ai-je répondu. Elle n'est pas ses parents. Elle peut apprendre, elle peut changer. Mais ça dépend d'elle et de toi, de la manière dont vous construisez votre relation, des valeurs que vous choisissez de suivre. Marcus est resté silencieux, en train de réfléchir. Un taxi s'est arrêté devant nous. J'avais appelé un VTC en sortant. J'ai ouvert la porte. Marcus m'a arrêté. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu es venue en faisant semblant d'être pauvre? Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité dès le début? J'ai refermé la porte du taxi. Je me suis tournée vers lui. Parce que j'avais besoin de savoir, mon fils. J'avais besoin de confirmer si mes soupçons étaient bas corrects, si la famille de Simone était vraiment comme je l'imaginais. Et malheureusement, j'avais raison. Marcus a baissé les yeux. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser pour eux, lui ai-je dit. Mais tu dois décider quel genre de mari tu veux être, quel genre de père tu veux être un jour. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu viens de voir 2 façons très différentes de gérer l'argent et le pouvoir. Celle de tes beaux-parents et la mienne. Ils l'utilisent pour contrôler, humilier, se sentir supérieur. Moi, je l'utilise pour être libre, pour aider sans me montrer, pour vivre en paix. À toi de choisir le chemin. Marcus a hoché la tête lentement. Je comprends. J'ai rouvert la porte du taxi et je suis montée. J'ai baissé la vitre. Marcus s'est approché. Maman, une dernière question. Tu penses que tu pardonneras un jour à Véronica et Franklin? J'y ai réfléchi un moment. Pardonner ne veut pas dire oublier, ai-je répondu, ni permettre que ça recommence. Je pourrais leur pardonner un jour si je vois un vrai changement, s'ils commencent à voir les gens comme des gens, pas comme des chiffres. Mais jusque-là, je serai polie, distante et extrêmement prudente. Et moi, a demandé Marcus, tu me pardonnes de ne pas avoir demandé, d'avoir supposé, d'avoir laissé ce dîner arriver? Je l'ai regardé avec tendresse. Mon fils, il n'y a rien à pardonner. Tu as fait ce que tu pensais juste. Tu voulais que les familles se rencontrent. C'est beau. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas de ta faute. C'était la leur, et un peu la mienne aussi, parce que j'ai décidé de jouer à leur jeu. Marcus a souri faiblement. Tu as gagné? J'ai gagné? Ai-je hoché la tête? Mais je ne me sens pas victorieuse. Je me sens fatiguée et triste, parce que j'ai confirmé quelque chose que je ne voulais pas confirmer. Que certaines personnes ne changeront jamais, que certaines familles sont brisées même si elles ont de l'argent,
qu'il y a des vides qu'aucun compte bancaire ne peut remplir. Le chauffeur s'est raclé la gorge. Madame, on y va? Oui, ai-je répondu. Donnez-moi une seconde. J'ai regardé Marcus une dernière fois. Va voir Simone, parle-lui, écoute-la, soutiens-la, mais sois aussi honnête. Dis-lui ce que tu as ressenti ce soir. Dis-lui ce que tu attends de sa famille et d'elle. Parce que si tu ne poses pas de limites maintenant, ça recommencera encore et encore. Je le ferai, a promis Marcus. Je t'aime, maman, et je le dis encore plus aujourd'hui, parce que maintenant je sais qui tu es vraiment, et tu es incroyable. J'ai souri. Moi aussi je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Peu importe combien d'argent j'ai ou je n'ai pas, parce que l'amour n'a pas de prix. Et c'est une leçon que Véronica et Franklin n'apprendront jamais. Marcus s'est éloigné du taxi. J'ai fait signe au chauffeur. On peut y aller? Le taxi a démarré. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu Marcus retourner vers le restaurant, les épaules tombantes, pensif. Il allait sûrement retrouver Simone, affronter ses beaux-parents, avoir des conversations difficiles. Et j'étais fière, parce que cela voulait dire qu'il mûrissait, qu'il apprenait, qu'il choisissait d'être meilleur que l'exemple qu'il venait de voir. Le taxi a filé dans les rues illuminées de la ville. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, chaque mot, chaque regard, chaque moment de tension. Et je me suis demandé si j'avais fait le bon choix, si j'avais été trop dure, trop cruelle, trop vindicative. Mais ensuite je me suis rappelé chaque insulte déguisée, chaque remarque condescendante, chaque regard de mépris, et j'ai su que non, je n'avais pas été trop. J'avais simplement été honnête. Enfin, le taxi traversait les rues vides de la nuit. Les lumières des bâtiments défilaient rapidement. J'ai ouvert mon tote bag en toile usée et j'ai sorti mon téléphone. Un téléphone simple, rien d'ostentatoire, rien d'accroche-regard. J'avais 3 messages non lus. Un de mon assistante pour une réunion de lundi, un d'un collègue me félicitant pour un contrat conclu et un d'un numéro inconnu. J'ai ouvert le message inconnu. Il venait de Simone. Belle maman, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je ne savais pas que mes parents seraient comme ça. J'ai honte. J'ai besoin de vous parler, s'il vous plaît. J'ai regardé le message longtemps. J'ai pensé à répondre. Puis j'ai décidé de ne pas le faire. Non, elle avait encore besoin de temps. Les mots qui sortent sous le coup de la culpabilité signifient rarement quelque chose de réel. Les vrais changements prennent du temps, de la réflexion et des actions constantes. J'ai reposé le téléphone. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Excusez-moi de demander, madame. Tout va bien? J'ai levé les yeux. Oui, tout va bien. Pourquoi? Parce que vous êtes montée très silencieuse et normalement les gens qui sortent de ce restaurant sont heureux. Ils parlent de combien le dîner était délicieux. Vous, vous êtes sortie comme si vous aviez été à la guerre. J'ai souri légèrement. Quelque chose comme ça. C'était si évident? Il a haussé les épaules. Je conduis un taxi depuis 20 ans. J'ai tout vu. Des gens ivres, des bagarres, des couples qui se séparent, des familles qui se disputent. Et vous avez ce regard, le regard de quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il gardait en lui depuis des années. Vous êtes perspicace, lui ai-je dit. C'est mon métier, a-t-il répondu. Et puis ça aide à passer le temps. Vous voulez en parler? Vous n'êtes pas obligé, mais parfois ça aide de parler à un étranger, quelqu'un qui ne va pas vous juger, quelqu'un qui ne vous connaît pas. J'ai réfléchi à son offre. C'était tentant, mais j'ai secoué la tête. Merci, mais je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Il a hoché la tête. Je comprends, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quoi qu'il se soit passé là-dedans, vous avez fait la bonne chose. Je le sais parce que vous êtes calme. Vous ne pleurez pas. Vous ne criez pas. Vous digérez. Et ça veut dire que vous avez dit votre vérité. Et la vérité apporte toujours la paix, même si elle fait mal. Ces mots m'ont surprise. C'était un homme plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et des mains de travailleur. Un homme simple comme celui que j'avais prétendu être. Vous croyez à la vérité? Lui ai-je demandé. Je crois à l'honnêteté, a-t-il répondu. Pas toujours à la vérité absolue, parce que la vérité change selon celui qui la raconte. Mais l'honnêteté, non.
L'honnêteté, c'est dire ce qu'on ressent sans masque, sans mensonge, même si ça fait mal, même si ça met mal à l'aise, même si ça coûte quelque chose. J'ai acquiescé. Vous avez raison. Ma femme me disait toujours que j'étais trop directe, a-t-il continué, que je disais les choses sans filtre, que je blessais les gens sans le vouloir. Et peut-être qu'elle avait raison. Mais elle me disait aussi qu'elle ne doutait jamais de moi parce qu'elle savait que ce qui sortait de ma bouche était vrai, pas calculé, pas manipulé, juste vrai. J'ai souri. Elle avait l'air d'être une bonne femme. Elle l'était, a-t-il répondu. Elle est morte il y a 5 ans. Je suis désolée, ai-je dit sincèrement. Il a secoué la tête. Ne soyez pas désolé. On a eu 40 ans ensemble. 40 ans d'honnêteté, de disputes, de réconciliation, de rires, de larmes. Et pas une seule fois je ne me suis couchée en me demandant ce qu'elle pensait vraiment, parce qu'elle le disait toujours, et moi aussi. C'est un cadeau. Vous avez raison, ai-je murmuré. C'est un cadeau. Le taxi s'est arrêté à un feu rouge. Je peux vous poser une question personnelle? A demandé le chauffeur. Allez-y. Vous êtes riche? La question m'a surprise, non pas à cause de la question elle-même, mais à cause de sa franchise. Pourquoi vous demandez ça? Parce que je vous ai prise devant un restaurant à 1 000 $ par personne, mais vous vous habillez comme quelqu'un qui achète dans des magasins discount. Vous avez un vieux sac, des chaussures usées, mais vous parlez comme une dirigeante. Vous bougez comme quelqu'un qui a du pouvoir. Et vous avez payé mon taxi avec des billets neufs sortis d'un portefeuille qui a l'air d'avoir 20 ans. Observateur, ai-je commenté. C'est le métier, a-t-il répété. Alors? Ça dépend de comment vous définissez riche, ai-je répondu. Si vous parlez d'argent, oui, j'ai assez, plus qu'assez. Si vous parlez de bonheur, j'ai aussi la paix, la santé, un fils que j'aime, un travail qui me passionne. Ça me rend riche de plusieurs façons. Il a hoché la tête, satisfait. Je savais qu'il y avait quelque chose. Les vrais riches n'ont pas besoin de le prouver. Le feu est passé au vert. Le taxi a avancé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce restaurant? A-t-il demandé. Si ce n'est pas trop indiscret. J'ai fait semblant d'être pauvre, ai-je répondu. Pour voir comment il me traiterait. Il a éclaté de rire. Sérieusement? C'est brillant. Et comment vous ont-ils traité? Comme une ordure, ai-je dit sans émotion. Ils m'ont humiliée. Ils m'ont offert l'aumône. Ils m'ont traitée comme si j'étais invisible, moins qu'humaine. Il a cessé de rire. Je suis désolée, ça a dû faire mal. Un peu, ai-je admis. Mais ça a aussi confirmé quelque chose, que j'avais raison à leur sujet, qu'ils ne valaient pas mon temps, qu'ils ne méritaient pas mon respect, et maintenant ils le savent. Maintenant ils savent qui je suis, et ils devront vivre avec cette honte. Le chauffeur a sifflé doucement. Ça a dû être épique. Ça l'était, ai-je souri. Ça l'était vraiment. Nous sommes arrivés devant mon immeuble, un immeuble ancien de classe moyenne. Rien de luxueux, rien d'impressionnant, mais confortable, sûr, chez moi. Le chauffeur a garé la voiture et a regardé l'immeuble. Vous vivez ici? J'y vis, ai-je confirmé. Il a secoué la tête, étonné. Vous êtes vraiment spécial. La plupart des gens qui ont de l'argent déménagent dans des quartiers chers, dans des immeubles avec portier, sécurité privée, salle de sport, piscine. Vous vivez comme une personne normale. Je suis une personne normale, ai-je répondu. J'ai juste plus d'argent que la plupart, mais ça ne me rend pas différente, ça ne me rend pas meilleure. L'argent est un outil, pas une identité. Il a souri. J'aimerais que plus de gens pensent comme ça. Le monde serait meilleur. J'ai sorti mon portefeuille. Combien je vous dois? 30 $, a-t-il répondu. Je lui ai donné un billet de 100. Gardez la monnaie. Madame, c'est trop. Ce ne l'est pas, ai-je dit. Vous m'avez écouté. Vous m'avez donné une perspective. Vous m'avez rappelé qu'il reste des gens bien. Ça vaut plus que 70 $. Il a pris le billet avec soin. Merci, vraiment merci. Merci à vous, ai-je répondu. Et gardez cette honnêteté. Elle est rare, elle est précieuse. Ne la perdez pas. Je ne la perdrai pas, a-t-il promis. Je suis sortie du taxi, j'ai fermé la porte. Il a baissé sa vitre. Madame, une dernière chose. Quoi qu'il se soit passé ce soir, ne le regrettez pas.
Ne vous sentez pas coupable. Parce que les gens comme vous, ceux qui disent la vérité même quand elle fait mal, sont ceux qui changent le monde. Petit à petit, une conversation à la fois. J'ai souri. Merci, je m'en souviendrai. Le taxi est parti. Je suis restée devant mon immeuble, levant les yeux vers ma fenêtre du 5e étage. La lumière était éteinte, sombre, silencieuse, m'attendant. Je suis entrée et j'ai monté les escaliers. Je ne prenais jamais l'ascenseur. Je préférais marcher pour rester active. Je suis arrivée à ma porte, j'ai sorti mes clés, les mêmes depuis 15 ans. J'ai ouvert. L'appartement était froid, vide. J'ai allumé la lumière. Tout était à sa place. Le salon simple, la petite cuisine, la salle à manger avec des chaises dépareillées, les murs sans œuvres d'art coûteuses. Et je me suis sentie en paix, parce que cet endroit était à moi. Vraiment à moi. Pas acheté pour impressionner, pas décoré pour se montrer, juste un espace où je pouvais être moi-même sans masque, sans prétention. J'ai enlevé mes vieilles chaussures, retiré la robe gris froissée, enfilé des vêtements confortables et un vieux pyjama doux et familier. Je me suis fait du thé, je me suis assise sur le canapé et j'ai allumé la télévision. Les informations, rien d'intéressant. Je l'ai éteinte. Je suis restée en silence, à penser, à digérer, à ressentir, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complètement libre. Libre de faire semblant, libre de me taire, libre de tolérer, libre d'être moins que ce que j'étais. Parce que ce soir-là, je n'ai pas seulement exposé Véronica et Franklin. Je me suis aussi libérée des attentes, du jugement, du besoin de cacher qui j'étais. Et ça, c'était inestimable, plus que n'importe quelle somme sur mon compte en banque. Mon téléphone a vibré. Un autre message, cette fois de Marcus. « Maman, tu es bien rentrée ?» J'ai souri. J'ai répondu rapidement. « Oui, mon fils, je suis arrivée sans problème. Je suis à la maison, je me repose. » Sa réponse a été immédiate. Je t'aime. Merci pour tout, pour être qui tu es, pour m'avoir appris, pour ne jamais avoir abandonné. J'ai fermé les yeux. Une larme a roulé sur ma joue. Pas de tristesse, de soulagement, d'amour, de gratitude. J'ai répondu « Moi aussi je t'aime, toujours ». J'ai posé le téléphone, j'ai bu mon thé, j'ai regardé autour de mon appartement simple, mon sanctuaire, ma vérité. Et j'ai souri, parce qu'au fond, peu importe combien d'argent j'avais, peu importe à quel point j'étais montée haut dans ma carrière, la seule chose qui comptait, c'était ça, ce moment, cette paix, cette honnêteté avec moi-même. Je me suis réveillée tôt le dimanche, comme toujours. 40 ans de travail m'avaient entraînée à me lever avec le soleil. Même si c'était mon jour de repos, mon corps ne savait plus dormir tard. J'ai préparé un café fort, noir. Je me suis assise près de la fenêtre, la tasse chaude dans les mains. J'ai regardé la ville se réveiller, les vendeurs ouvrir leurs étals, les gens marcher quelque part. La vie continuait comme toujours, indifférente au drame personnel. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était un numéro familier. « Marcus » ai-je répondu. « Bonjour, mon fils. » Sa voix était fatiguée. « Maman, je dois te parler. Il s'est passé quelque chose ?»« Beaucoup, » a-t-il répondu. Hier soir, Simone et moi avons parlé pendant des heures. Ses parents étaient là aussi. C'était intense. J'ai bu une gorgée de café. « Dis-moi. » Marcus a soupiré profondément. « Après que tu sois parti, je suis retournée au restaurant. Véronica et Franklin étaient encore là, attendant que leur carte passe. C'était humiliant pour eux. Simone était dévastée, en larmes, et j'étais furieux, plus furieux que je ne l'ai été depuis des années. J'ai attendu en silence. Il a continué. Je leur ai tout dit, tout ce que j'ai ressenti pendant ce dîner. Je leur ai dit que j'avais honte d'eux, qu'ils ont traité ma mère comme une ordure, que leur comportement était inacceptable et que je ne le tolérerais plus jamais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ai-je demandé. Au début, Véronica a essayé de se défendre. Elle a dit qu'il voulait juste protéger Simone, qu'il voulait s'assurer que j'avais une famille stable, qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Franklin a dit que j'exagérais, que c'était un dîner normal, que ta réaction était disproportionnée. J'ai serré la tasse dans mes mains. Typique. Mais ensuite Simone a parlé, a continué Marcus.
Elle a dit à ses parents qu'ils avaient tort, qu'ils avaient été cruels, qu'elle avait vu chaque commentaire, chaque regard, chaque insulte déguisée et qu'elle avait honte d'être leur fille qu'à ce moment-là. Maman, je n'avais jamais vu Simone confronter ses parents comme ça. J'ai souri légèrement. C'est bien, ça veut dire qu'elle se réveille. Véronica est devenue hystérique, a dit Marcus. Elle a commencé à crier que Simone était ingrate, qu'ils avaient tout sacrifié pour elle, qu'ils lui avaient donné la meilleure vie, qu'elle n'avait pas le droit de les juger. Franklin l'a soutenue. Il a dit que nous étions manipulés par toi, que tu avais tout planifié pour les faire passer pour des monstres. J'ai laissé échapper un rire sec. Bien sûr, c'est ma faute. C'est ce qui les a mis le plus en colère, a dit Marcus. Je leur ai dit qu'ils avaient eu raison, que tu avais tout planifié, mais qu'ils étaient tombés dans le piège parce que c'est vraiment comme ça qu'ils sont, parce qu'ils traitent vraiment mal les gens qu'ils considèrent inférieurs, et que tu leur as juste donné l'occasion de se montrer, et ils l'ont fait parfaitement. Bien dit, ai-je murmuré. Merci, je l'ai appris de toi. Il y a eu un silence, puis Marcus a continué. Maman, j'ai pris une décision. Simone et moi allons poser des limites à ses parents. Nous n'allons pas couper les ponts, mais nous allons fixer des règles claires. Pas de commentaires sur l'argent, pas de comparaison, pas de tentative de contrôler nos vies. Et s'ils ne respectent pas ça, ils devront accepter les conséquences. Et ils ont accepté? Ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. Ils sont partis furieux. Ils ont dit que nous étions ingrats, que nous le regretterions un jour, et que quand nous aurions besoin d'aide, ils ne seraient pas là. Franklin a dit qu'il allait revoir son testament. Véronica a dit que Simone avait choisi la mauvaise famille. J'ai secoué la tête. Le chantage émotionnel, dernier recours des gens sans argument. Exactement, a dit Marcus. Mais ça n'a pas marché. Simone est restée ferme. Moi aussi. Ils sont partis sans dire au revoir, sans se retourner. Et honnêtement, maman, j'ai ressenti un soulagement, comme si un énorme poids s'était levé. Parce que c'était le cas, lui ai-je dit. Tu as levé le poids de vivre sous leurs attentes, sous leur contrôle. Maintenant, vous pouvez construire votre vie comme vous voulez, pas comme ils l'exigent. Merci, maman, a dit Marcus, ému. Merci pour ce que tu as fait hier soir. Je sais que c'était difficile, je sais que c'était gênant, mais on avait besoin de le voir. J'avais besoin de voir qui ils étaient vraiment. Et Simone avait besoin de voir qu'il existait une autre façon de vivre, plus honnête, plus authentique. De rien, mon fils, j'ai fait ce que je croyais juste. Il y a autre chose, a ajouté Marcus. Simone veut venir te voir. Elle veut s'excuser en personne. Elle veut te parler. Pas comme une belle fille qui veut bien paraître, mais comme une femme qui veut t'apprendre. Qu'en penses-tu? J'ai réfléchi un moment. Dis-lui qu'elle peut venir, mais pas aujourd'hui. Qu'elle se donne quelques jours pour digérer, réfléchir à ce qu'elle veut dire. Les excuses précipitées sont creuses. Celles qui prennent du temps sont réelles. Je lui dirai, a promis Marcus. Maman, une dernière question. Comment tu vas après tout ça? Comment tu te sens? J'ai regardé par la fenêtre, le soleil était déjà haut, la journée avait commencé. Je vais bien, ai-je répondu. Mieux que bien. Je suis en paix parce que j'ai enfin dit tout ce que j'avais à dire, et je ne regrette rien. Je suis heureux de l'entendre, a dit Marcus. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Repose-toi, à bientôt. J'ai raccroché, fini mon café et me suis levée. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Marcher sans but, sans me presser, juste marcher et penser. Je me suis habillée simplement, un vieux jean, un haut simple, des baskets usées. J'ai pris mes clés et je suis sortie. Les rues étaient pleines de vie. Des familles se promenaient, des enfants couraient, des couples se tenaient à la main, des vendeurs proposaient de la nourriture. L'odeur du pain frais remplissait l'air. J'ai traversé le parc voisin et je me suis assise sur un banc, regardant les gens passer, et j'ai réalisé quelque chose. La plupart de ces gens n'avaient probablement pas beaucoup d'argent. Ils vivaient avec juste assez, travaillaient dur, luttaient chaque jour. Mais ils souriaient, s'enlaçaient, profitaient de l'instant. Et j'ai pensé à Véronica et Franklin, avec tout leur argent, leurs propriétés, leurs voyages, leurs bijoux.
Était-il vraiment heureux? Ou était-il juste occupé à prouver quelque chose, à combler un vide avec des choses matérielles, à acheter la valeur, le respect, l'amour, des choses qui ne s'achètent pas? Une femme âgée s'est assise à côté de moi. Bonjour, a-t-elle dit avec un sourire. Bonjour, ai-je répondu. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Très belle, ai-je hoché la tête. Elle a sorti du pain de son sac et a commencé à nourrir les pigeons. Je viens ici tous les dimanches, a-t-elle dit. C'est mon moment de paix avant que la semaine ne devienne folle. Je comprends, ai-je dit. J'avais besoin d'un moment de paix, moi aussi. Semaine difficile? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Plutôt une nuit difficile. Elle a hoché la tête avec sagesse. Parfois, une seule nuit peut tout changer. Vous avez raison, ai-je murmuré. Je peux vous donner un conseil non demandé? Allez-y, ai-je souri. Elle a montré les pigeons. Regardez ces oiseaux. Certains sont grands, d'autres petits, certains ont de belles plumes, d'autres des plumes ébouriffées, mais ils mangent tous le même pain. Ils partagent le même espace. Aucun ne pense qu'il vaut mieux que les autres. C'est une belle métaphore, ai-je dit. Ce n'est pas une métaphore, a-t-elle répondu. C'est la vérité. Les humains sont les seuls animaux qui inventent de fausses hiérarchies, qui mesurent la valeur avec des choses extérieures. Les pigeons ne font pas ça. Ils vivent. Ils sont. On devrait apprendre d'eux. J'ai souri largement. Vous avez complètement raison. Je devrais donner des cours à certaines personnes que je connais. Elle a ri. Oh, ma petite, à mon âge, je ne donne pas de cours. J'observe et je partage ce que je vois. Mais la plupart des gens n'écoutent pas. Ils sont trop occupés à courir, acheter, rivaliser, oubliant qu'au final, on finit tous au même endroit. Avec ou sans argent, avec ou sans bijoux, avec ou sans propriété, on finit tous en poussière. C'est philosophique, ai-je commenté. C'est réaliste, a-t-elle corrigé. J'ai vécu 82 ans, j'ai tout vu. Et je peux vous dire une chose, les gens les plus malheureux que j'ai rencontrés étaient ceux qui avaient le plus, parce que ce n'était jamais assez. Ils voulaient toujours plus. Ils rivalisaient, ils comparaient, et ils sont morts sans avoir vraiment vécu, sans avoir vraiment aimé, sans avoir vraiment été. Ces mots ont résonné profondément en moi, comme si elle avait touché quelque chose que je savais déjà sans l'avoir formulé. Merci, lui ai-je dit, de partager ça. Elle m'a tapoté la main. Je vous en prie, ma petite. Et souvenez-vous, peu importe combien vous avez ou n'avez pas. Ce qui compte, c'est comment vous traitez les autres, parce que c'est ce qui reste. C'est ce qui dépasse. C'est la seule héritage qui vaille. Elle s'est levée lentement, a rangé son sac vide et m'a fait signe au revoir. Passez un beau dimanche. Vous aussi, ai-je répondu. Je l'ai regardée s'éloigner. Une petite femme, voûtée par l'âge, portant des vêtements et des chaussures usées, mais avec plus de sagesse que toutes les Véronica et tous les Franklin du monde réunis. Et je me suis sentie reconnaissante, pour cette rencontre, pour ce rappel, pour cette vérité simple et puissante. Je suis restée encore un moment sur le banc, à penser, à ressentir, à digérer tout ce qui s'était passé, et je suis arrivée à une conclusion. Je ne regrettais rien. Pas un mot, pas une action. Parce que tout ce que j'avais fait la veille était nécessaire. C'était libérateur. C'était honnête. Et l'honnêteté, même quand elle fait mal, est toujours le bon chemin. 3 jours ont passé avant que Simone ne frappe à ma porte. 3 jours de silence, de digestion, de réflexion. Quand j'ai entendu la sonnette ce mercredi après-midi, j'ai su qui c'était. J'ai ouvert la porte. Elle était là, sans maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval simple, en jean et haut uni, sans bijoux, sans talons. Elle avait l'air vulnérable, vraie, différente de la femme que j'avais vue au restaurant. « Belle maman », a-t-elle dit d'une voix basse. « Puis-je entrer ?» Je me suis écartée. « Entrez ». Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle, observant mon appartement avec de nouveaux yeux. Le salon simple, les vieux meubles, les murs sans décor coûteux. Elle s'est assise sur le canapé quand je le lui ai indiqué. Je me suis assise en face d'elle, attendant sans la presser, la laissant trouver ses mots. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle fini par dire. «
Commencez là où vous vous sentez prête, ai-je répondu. Elle a pris une profonde inspiration. Je suis venue m'excuser, mais pas seulement avec des mots. Je suis venue expliquer pourquoi mes parents sont comme ça et pourquoi je suis restée silencieuse si longtemps. J'ai écouté en silence. Simone a continué, la voix tremblante. Mes parents ont grandi pauvres dans une petite ville à l'étranger, sans électricité, sans eau courante, travaillant au champ depuis l'enfance. Ils ont vu leurs propres parents mourir jeunes faute de médicaments, faute d'argent. Ils ont eu faim, ils ont souffert, et ils se sont jurés de ne plus jamais être pauvres, de faire tout ce qu'il faudrait pour sortir de là. J'ai hoché la tête. Je comprends, ça explique beaucoup. Ils ont travaillé comme des bêtes, a continué Simone. Ils ont économisé chaque centime. Ils ont immigré en cherchant des opportunités. Franklin a construit son entreprise à partir de rien, littéralement à partir de rien. Et quand ils ont commencé à gagner de l'argent, ils n'ont jamais oublié ce que c'était de ne pas en avoir. C'est pour ça qu'ils en parlent autant. C'est pour ça qu'ils mesurent tout à cette échelle. Parce que pour eux, l'argent, c'est la survie, c'est la sécurité, c'est ne jamais retourner dans cet endroit sombre. C'est compréhensible, ai-je dit. Le traumatisme fait des choses étranges aux gens. Simone a acquiescé. Mais ça n'excuse pas la façon dont ils vous ont traité. Je le sais. Et je veux que vous sachiez que j'ai tout vu. Chaque commentaire, chaque regard, chaque insulte. Et je suis restée silencieuse parce que je fais ça depuis toujours. Me taire, accepter, les laisser tout contrôler, parce qu'ils m'ont appris que les contredire, c'était trahir. C'était être ingrate. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant je comprends que j'avais tort, a-t-elle répondu. Que l'amour n'est pas le contrôle, que la famille n'est pas l'obéissance aveugle, que je peux les aimer et ne pas être d'accord avec eux. Marcus m'a aidé à le voir. Vous m'avez aidé à le voir. Cette nuit-là au restaurant, quand vous vous êtes révélés, quand vous leur avez tout dit, c'était comme si on m'enlevait un bandeau des yeux. Simone a essuyé ses larmes. Je savais toujours qu'il y avait quelque chose de faux. Je sentais que leur façon de mesurer les gens était injuste, mais je me suis convaincue que c'était moi, que j'étais trop sensible, que je ne comprenais pas le monde. Mais vous m'avez montré que non, il y a une autre façon de vivre. Une façon où l'argent ne définit pas la valeur, où l'humilité est une force, où l'authenticité est une richesse. J'ai bu une gorgée d'eau. Simone, je ne suis pas venue ce soir-là pour te changer. Je suis venue pour me protéger, pour savoir à qui j'avais affaire. Je sais, a-t-elle dit, et je vous remercie pour ça, parce que votre honnêteté brutale m'a sauvée. Elle m'a sauvée de devenir ma mère, de perpétuer ce cycle, d'apprendre à mes futurs enfants que les gens valent ce qu'ils possèdent. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas être ça. Et vos parents? Ai-je demandé. Comment vont-ils après tout ça? Simone a soupiré. Furieux, blessé, humilié. Véronica ne m'a pas parlé depuis 3 jours. Franklin m'a envoyé un message disant que je l'avais déçu, que j'avais choisi des étrangers plutôt que mon propre sang, que je le regretterais un jour. Elle a marqué une pause. Et vous savez ce qui est étrange? Je ne me sens pas coupable, je me sens libre. C'est bien, ai-je dit. Ça veut dire que tu as fait le bon choix. Simone a hoché la tête. Marcus et moi avons posé des limites. Nous leur avons dit qu'ils pouvaient faire partie de nos vies, mais seulement s'ils nous respectent. S'ils respectent nos décisions. S'ils arrêtent d'essayer de nous contrôler avec l'argent ou le chantage émotionnel. Et s'ils n'y arrivent pas, ils devront accepter une relation distante. Et ils l'ont pris comment? Ai-je demandé. Mal, a répondu Simone. Véronica a dit que nous étions ingrats, qu'ils avaient tout sacrifié pour moi. Franklin a menacé de me déshériter, de couper toute aide financière, comme si c'était la seule chose qui nous importait, comme si notre amour pour eux dépendait de leur argent. Et là, j'ai compris. Ils y croient vraiment. Ils pensent vraiment que leur valeur est dans leur portefeuille. C'est triste, ai-je commenté. Très triste, a dit Simone. Parce qu'ils ont tellement et ne profitent de rien. Ils accumulent, ils rivalisent, ils se montrent. Mais ils ne s'arrêtent jamais pour se demander s'ils sont heureux, s'ils sont en paix, s'ils ont de vraies connexions. Ils comptent leurs propriétés et se sentent victorieux, alors qu'à l'intérieur ils sont vides. Elle s'est tue un moment, puis elle m'a regardé droit dans les yeux.
Belle maman, je veux vous demander quelque chose. Dis-moi. Je veux apprendre de vous. Je veux que vous m'appreniez à vivre avec dignité, à être riche sans avoir besoin de le prouver, à avoir la paix au milieu du chaos, à être forte sans être cruelle. Parce que cette nuit-là, j'ai vu quelque chose en vous que je n'ai jamais vu chez mes parents. J'ai vu de la classe, j'ai vu du vrai pouvoir, j'ai vu une femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. J'ai souri avec tendresse. Simone, je ne peux pas t'enseigner ça. Ça s'apprend en vivant, en se trompant, en tombant, en se relevant. Tout ce que je peux faire, c'est partager mon expérience et te dire que le chemin n'est pas facile. Tu feras face à la critique, au jugement, à des gens qui ne comprendront pas pourquoi tu vis autrement. Mais si tu restes fidèle à toi-même, si tu vis selon tes valeurs, tu trouveras la paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Je veux essayer, a dit Simone. Je veux être meilleure, pas seulement pour Marcus, mais pour moi, parce que je mérite de vivre sans cette pression constante, sans ce besoin d'impressionner, sans cette peur de ne pas être assez. Alors fais-le, lui ai-je dit. Mais pas d'un coup, petit à petit. Commence par questionner tes habitudes, tes achats, tes motivations. Avant chaque décision, demande-toi, est-ce pour moi ou pour les autres? Est-ce que ça m'apporte la paix ou seulement une apparence? Simone a hoché la tête, mémorisant. Et mes parents, vous pensez qu'ils changeront un jour? Je l'ai regardé avec honnêteté. Je ne sais pas. Pour changer, il faut reconnaître qu'il y a un problème, et eux ne pensent pas en avoir un. Ils pensent que le monde a tort, que les gens sont ingrats, qu'ils sont des victimes. Tant qu'ils ne verront pas ça, le changement sera impossible. Mais toi, tu peux changer, tu peux briser le cycle. Je le ferai, a-t-elle promis, avec l'aide de Marcus, et j'espère aussi avec vos conseils. Tu n'as pas besoin de mes conseils? Ai-je répondu. Tu as juste besoin de ta boussole intérieure, cette voix qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal, cette voix que tu as étouffée pendant des années pour plaire à tes parents. Écoute-la, fais-lui confiance, suis-la. Simone a essuyé les dernières larmes. Merci, belle maman, pour tout, pour votre patience, votre honnêteté et de ne pas nous abandonner. Il n'y a rien à me remercier, ai-je dit. Promets-moi juste une chose. Quand tu auras des enfants, apprends-leur la valeur des gens, pas leur prix. Apprends-leur l'empathie, l'humilité, la gentillesse, des choses qui ne coûtent rien, mais qui valent tout. Je le promets, a dit Simone fermement. Je le promets de tout mon cœur. Nous nous sommes prises dans les bras, une vraie étreinte chaleureuse, honnête. Sans jeu, sans masque, juste deux femmes qui se rencontrent comme des êtres humains. Simone est repartie 1 heure plus tard, plus légère, plus libre, avec de l'espoir dans les yeux. J'ai refermé la porte derrière elle. Je me suis assise sur mon canapé, j'ai regardé autour de mon appartement simple et j'ai souri, parce que c'était suffisant. C'était tout. Un espace honnête, une vie authentique, des relations réelles. Je n'avais pas besoin de plus, je n'en avais jamais eu besoin. Mon téléphone a sonné, un message de Marcus. Maman, Simone m'a parlé de sa visite. Merci de l'avoir accueillie, de l'avoir écoutée, de lui avoir donné une chance. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. J'ai répondu simplement, moi aussi je t'aime, mon fils, toujours. J'ai posé le téléphone. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé le coucher du soleil peindre le ciel en orange et rose. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de fondamental. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes. Elle est dans la façon dont tu profites de ce que tu as, dans la paix que tu ressens, dans les personnes sincères qui t'entourent, dans le nombre de fois où tu peux te regarder dans le miroir et être fier de qui tu es. Véronica et Franklin avaient eux des millions. Mais moi, j'avais ça, cette tranquillité, cette authenticité, cet amour pur pour mon fils. Et ça me rendait infiniment plus riche qu'eux. Je n'ai plus jamais fait semblant d'être pauvre. Je n'en avais plus besoin. J'avais appris ce que je devais apprendre. J'avais vu ce que je devais voir et j'avais libéré ce que je devais libérer. Véronica et Franklin ont continué d'être ce qu'ils étaient, riches en argent, pauvres en esprit. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais dit ma vérité. J'avais posé mes limites. J'avais protégé ma paix. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de prétendre être qui j'étais. J'étais simplement Allard,
Mère, dirigeante, femme, survivante, combattante, riche dans tous les sens qui comptent vraiment. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Merci beaucoup pour votre gentil soutien. J'ai hâte de lire vos commentaires sur l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie.